Bonsoir, bonsoir à tous. Alors, je vous propose qu'on commence ce webinaire et puis ça fera arriver les derniers retardataires. Merci à vous déjà de cette participation. Alors, pour ceux qui connaissent le Bistrot des créateurs, c'est un événement qu'on a l'habitude de faire habituellement en physique, de se rencontrer de manière périodique autour de sujets qui ont attrait à la création d'entreprise. Le contexte a voulu qu'on le fasse cette fois-ci en webinaire. Alors, on n'avait pas anticipé le confinement, c'est pas voulu de notre part, on n'y est pour rien du tout. Mais effectivement, on avait d'ores et déjà fait le choix cette année, pour ce webinaire, de faire ça en version dématérialisée. Et on espère pouvoir vous rencontrer d'ici quelques mois de nouveau en physique autour d'un verre, puisque c'est un peu l'esprit du bistrot. Alors, rapidement pour présenter le bistrot des créateurs, pour ceux qui ne connaissent pas, on est sur un blog à destination des créateurs d'entreprise. Le ton, il se veut avant tout convivial. On va être avant tout ici pour avoir un temps d'échange. Ça va être l'objectif aussi ce soir de pouvoir échanger, de pouvoir répondre à vos questions. Derrière le blog du bistrot des créateurs, c'est un cabinet comptable, le cabinet CAPEC, qui est un cabinet bourguignon implanté à Dijon, à Châlons, à Mâcon et également à Auxerre. Alors, on a souhaité ce soir aborder un sujet important, le sujet du régime matrimonial. C'est vrai que c'est un sujet qui n'est pas forcément appréhendé par les créateurs d'entreprises. Et pourtant, c'est un sujet, on va le voir ce soir, qui peut être extrêmement important, voire poser de réels soucis si la question ne se la pose pas à un moment donné. Donc, on a le plaisir d'avoir avec nous ce soir un avocat, Maître Arthur Spina, qui est spécialisé en droit de la famille, qu'on a la chance d'avoir connu à CAPEC, puisqu'il a travaillé quelques mois à nos côtés, et donc ce qui lui a permis de faire le lien entre droit de la famille et droit des affaires. Et il va nous parler pendant 20-30 minutes de ce sujet-là pour répondre un peu à toute cette problématique. Quelques règles pour que ce webinaire fonctionne bien. Vous avez vu, les micros sont actuellement coupés, mais vous avez à pousser pendant toute l'intervention d'Arthur de poser des questions. Il y a un module questions-réponses qui apparaît normalement sur votre écran. N'hésitez pas à poser des questions par ce biais-là. On va les recenser, on va les recueillir et puis on pourra les poser ensuite à Arthur. Également, vous aurez la possibilité de lever la main, notamment sur la deuxième partie où on sera plutôt sur des échanges pour demander à prendre la parole. Voilà, l'idée est vraiment qu'on puisse échanger tous ensemble et garder ce côté convivial malgré le contexte actuel. Merci en tout cas à tous et je donne la parole à Arthur qui va se faire un plaisir de se présenter. Merci Benoît. Eh bien, bonsoir à tous. Comme il l'a dit, je ne vais pas faire trop de redites. Arthur Spina, je suis avocat et j'ai pour habitude plutôt les matières qui ont attrait au droit de la famille. Donc en tant qu'avocat et non notaire, c'est plutôt la question du divorce qui revient régulièrement. Mais ce soir, on va évoquer toutes les questions qui sont plutôt donc a priori du mariage et en ce qui concerne la création de l'entreprise, les choix de l'entrepreneur et les réflexions qu'il doit avoir avant de se marier ou de s'unir sous un PACS. Donc, ce que je vais vous faire, c'est que je vais faire une présentation sous forme de questions. J'ai compilé un nombre de questions qui, à mon sens, sont celles qui reviennent le plus souvent et que un créateur d'entreprise ou un chef d'entreprise serait amené à se poser. Alors, le régime matrimonial, à quoi ça sert? C'est quoi? Le régime matrimonial, c'est ce qui fixe l'ensemble des règles qui sont applicables aux époux et à leur patrimoine. C'est donc cet ensemble de règles juridiques donc qui fixe les droits et les obligations de chacun des époux sur les biens et les dettes qu'on va appeler régime matrimonial. Donc ce régime, pour rebondir sur ce que Benoît a dit, il convient de le choisir de façon précautionneuse et encore plus pour les chefs d'entreprise. Il faut garder en tête que son régime matrimonial, on le choisit en fonction de l'organisation qu'on le souhaite avoir durant la vie commune, mais également dans la perspective d'un décès ou d'un divorce. Donc le régime matrimonial, ça désigne cet ensemble de règles qui vont gouverner la vie commune. Comment on choisit son régime matrimonial? Donc ça, vous le savez sûrement, le droit français, il offre la possibilité aux époux de choisir leur régime matrimonial afin d'avoir des solutions qui répondent aux situations de famille, à la fortune ou à l'âge. Donc il est possible de choisir son régime matrimonial au moyen de ce qu'on appelle un contrat de mariage.
Et avec ce contrat de mariage, on va choisir parmi 4 grands types de régimes matrimoniaux, pardonnez-moi, qui existent en droit français. Donc ça, je pense que vous le savez aussi, c'est qu'en l'absence de contrat de mariage, les futurs époux, ils sont automatiquement soumis au régime de la communauté de biens réduite aux acquêts. C'est le régime légal depuis 1966. Donc c'est-à-dire que quand on ne fait pas de contrat de mariage, on est automatiquement marié sous ce régime, dit de la communauté de biens réduite aux acquêts. Donc le contrat de mariage, c'est ce qui permet de choisir son régime matrimonial. C'est quelque chose qu'on fait chez son notaire. Et en théorie, il doit être établi au plus tard avant la célébration à la mairie. C'est quelque chose que la mairie vous demandera et c'est quelque chose qui sera inscrit sur l'extrait d'acte de mariage, qui sera inscrit à l'état civil, comme quoi il existe un contrat de mariage et que les époux sont mariés sous un régime qui est différent de celui de la communauté. Au niveau des délais, c'est quelque chose qu'il faut quand même prévoir en amont, puisqu'il faut pouvoir en discuter avec son notaire. Il faut également le temps qui rédige l'acte. Et il faut surtout le transmettre, comme je le disais, à la mairie avant la célébration. Donc ça va dépendre également de l'endroit où on va se marier. Si on est dans une petite mairie, ils en auront besoin, je pense, plus longtemps à l'avance. Donc c'est quelque chose, c'est une réflexion qui doit être faite bien avant la célébration. Donc vous l'aurez compris, c'est soit la loi, soit le contrat de mariage qui vont définir les règles qui sont applicables. Donc on va les détailler après, ces règles. Et comme je le disais, il est important d'y réfléchir et surtout d'en discuter avec son futur conjoint pour voir quel régime matrimonial sera le plus adapté. À mon sens, il vaut mieux parler des choses qui sont désagréables ou qui pourront être mal prises quand tout va bien, juste avant qu'on se marie. Donc c'est vraiment l'occasion d'en discuter avec son conjoint, de mettre les choses à plat et de voir en fonction de l'organisation de vie commune qu'on peut avoir ou de l'organisation de vie personnelle, et j'entends par là professionnelle, que l'on peut avoir, d'en discuter avec son conjoint et de déterminer quel est le régime matrimonial le plus adapté. Alors là, on va passer à l'instant peut-être un petit peu plus scolaire. C'est ces régimes matrimoniaux, quels sont-ils, quelles sont leurs caractéristiques? Donc je l'ai déjà dit, il y en a 4. Et on va avoir au sein de ces 4 régimes matrimoniaux 2 grandes familles. D'un côté, 2 régimes de communauté et de l'autre, 2 régimes de séparation. Ce que je vais faire, c'est que je vais les dérouler du régime le plus commun, celui qu'on voit le plus souvent, à celui qui est le moins répandu. Donc le plus commun, c'est la communauté légale, c'est le régime de la communauté de biens réduite aux acquêts. Alors le terme un petit peu technique dans l'appellation, c'est les acquêts. Les acquêts, c'est quoi? C'est les biens qu'on acquiert durant la vie commune. Donc dans ce régime matrimonial, on va avoir d'un côté les biens qu'on appelle des biens propres, qui sont les biens que chacun des époux ont acquis avant le mariage ou qu'ils ont reçus personnellement durant le mariage, en héritage ou en donation, ou alors les biens qu'ils auront achetés exclusivement avec des sommes reçues à titre d'héritage ou de donation. Donc ça, c'est les biens propres, et ceux qui resteront personnels à chacun des époux. Et après, on a l'ensemble des biens communs. Cet ensemble de biens communs, c'est tous les biens qui sont acquis durant le mariage, c'est-à-dire du premier jour où le mariage a été célébré jusqu'à la dissolution ou au décès. Alors, on y reviendra peut-être qu'il y aura une question sur ce point, mais je pense que s'il n'y en a pas, c'est pour ça que je l'aborde tout de suite, parce que c'est quelque chose auquel il faut également penser. C'est si vous avez un des époux qui achète un bien, par exemple immobilier, d'un montant important, juste avant le mariage, très peu de temps avant le mariage, et qu'il achète ce bien au moyen d'un prêt, qui est important si c'est de l'immobilier, et que ce prêt, en réalité, il est remboursé tout au long du mariage. Et vu qu'on est sur une communauté, sur un régime de communauté, tous les revenus qui sont de chacun des époux sont des biens communs.
Et a fortiori, le prêt personnel qui avait été conclu avant le mariage sera remboursé par des deniers communs. Donc dans une situation comme ça, se pose toujours la difficulté en réalité du bien commun, du bien personnel, qui va avoir au final une valeur commune, puisqu'il aura été acquis, le prêt aura été remboursé grâce à des deniers communs. Donc c'est quelque chose également qu'il faut avoir en tête quand on se marie sous ce régime de communauté. Deuxième régime le plus commun, c'est le régime de la séparation de biens. Donc là, c'est extrêmement simple. On est marié, mais il n'existe pas de communauté. Les biens achetés avant et pendant le mariage appartiennent toujours à l'époux qui l'ont acheté. C'est la même chose pour les donations et les héritages. En ce qui concerne des biens qui pourraient être achetés en commun, c'est tout à fait possible, sauf que ceux-ci ils seront gouvernés par le régime de l'indivision, c'est-à-dire que la propriété des biens, elle est déterminée au prorata des apports de chacun dans le bien. D'un point de vue des dettes, extrêmement simple, l'époux qui a contracté seul une dette en est totalement responsable. Donc comme je disais, ce régime, il est très simple, il y a très peu de contentieux sur un régime comme ça, et ça n'empêche pas d'acheter ensemble si on le souhaite. Petite digression sur ce régime, il est assez commun, on le voit régulièrement. Ce que les gens oublient ou ne font pas, c'est avoir une cohérence entre leur vie et leur régime matrimonial. Souvent, dans un régime de séparation de biens, vous avez souvent des couples en fait qui vont tout mélanger, les salaires, les revenus, et ça peut parfois poser des difficultés. Donc mon conseil, c'est de s'organiser dans les faits, en pratique, de façon à avoir une cohérence avec son régime matrimonial. Donc troisième régime qui est un petit peu moins répandu pour le coup, et qui n'est quasiment jamais choisi au moment du mariage, c'est le régime de la communauté universelle. Dans ce régime, tous les biens sont mis en commun, quelle que soit la date de leur acquisition. C'est-à-dire que les biens qui avaient été acquis par chacun des époux avant le mariage deviennent communs. Donc c'est évidemment la même chose pour les biens qui sont achetés après le mariage. Donc dans ce régime, c'est pour les époux évidemment celui qui va être le plus protecteur de l'un vis-à-vis de l'autre, mais pour un chef d'entreprise, c'est évident que celui-là n'est pas recommandé. Parce que dans un régime comme celui-ci, les deux époux sont nécessairement et indéfiniment responsables de l'ensemble des dettes qu'ils contractent, puisqu'il n'existe qu'une seule communauté où tous les biens des époux se retrouvent dans cette communauté. Ce régime matrimonial, comme je le disais, on le voit assez peu en régime choisi au moment du mariage, puisqu'il a tendance à être utilisé par des couples qui ont un certain âge et en fait qui souhaitent mettre tout en commun. Donc c'est plutôt quelque chose qu'on voit en fin de vie ou alors pour des gens qui sont mariés depuis très très longtemps. Ça peut parfois poser des difficultés, déjà en termes d'héritage, parce que si vous voulez, vu que tous les biens se tombent dans un patrimoine commun, ça veut dire que les héritiers ne toucheront qu'une seule fois l'héritage. Je m'explique. Vous avez un couple, tous leurs biens sont en commun, ça veut dire que quand l'un des deux décédera, automatiquement, tout le patrimoine soit transmis à l'autre. Donc les héritiers, au décès du premier conjoint, n'auront rien du tout. Ils auront l'intégralité de l'héritage au moment du décès du deuxième parent, donc du second conjoint. Et il peut avoir, à mon sens, ça peut être un désavantage quelque part, parce qu'ils peuvent perdre, au moment du décès du premier conjoint, les avantages des abattements sur l'héritage. Donc ça, c'était le régime de la communauté universelle. Dernier régime un petit peu moins répandu,
alors un petit peu moins répandu chez nous, mais qui l'est beaucoup plus à l'étranger, c'est le régime de la participation aux acquêts. Celui-là, c'est un régime un petit peu particulier, c'est un régime hybride. C'est que pendant l'union, pendant le mariage, les époux sont soumis au régime de la séparation de biens. Donc les mêmes règles que le régime de séparation de biens. Chacun dispose de ses biens propres et il les gère sans devoir rendre de compte à son conjoint. La particularité de ce régime, c'est qu'en cas de divorce, on va calculer les acquêts, c'est-à-dire la différence qu'il y a entre la valeur des biens propres au moment du mariage et celle au moment de cette dissolution. Donc les acquets des deux époux, ils vont être totalisés afin de déterminer l'augmentation de la richesse du couple, qui sera alors divisée en deux parts égales, de façon un petit peu plus pratique. En fait, on va faire une photographie du patrimoine au moment où l'on s'est marié, et on va faire une photographie du patrimoine au moment où l'on se sépare. Et celui des époux qui s'est le plus enrichi, où il y a eu une augmentation de patrimoine la plus nette, devra la moitié de l'enrichissement à l'autre. Donc celui-là, on le voit assez rarement, pourtant il peut être intéressant, et nous, il nous paraît un petit peu exotique pour nous, mais en réalité, en Allemagne et en Suisse, c'est le régime légal. Nous, notre régime légal, c'est la communauté de biens réduite aux acquets, sur différents pays européens et même au Canada. C'est le régime légal, c'est-à-dire que c'est celui qui s'applique en l'absence de contrat de mariage. Donc voilà pour la partie un petit peu plus lourde. Donc on va passer à la suite maintenant qu'on a détaillé les différents régimes matrimoniaux. Donc maintenant qu'on a vu les 4 régimes matrimoniaux, quel est le meilleur régime matrimonial? Alors, il n'y a pas de réponse à ça. Il n'y a pas de bon ou de mauvais régime matrimonial. Néanmoins, pour le chef de l'entreprise, le choix du régime matrimonial, il est quand même particulièrement important et il faut qu'il soit parfaitement adapté à ses besoins et à ses désirs. Donc dans ce contexte, il est important de veiller aux conséquences que le régime matrimonial pourrait avoir sur les intérêts de la famille, mais aussi sur les intérêts de son activité professionnelle, sur son entreprise. Est-ce qu'il est souhaitable d'exposer sa famille à des poursuites de créanciers de l'entreprise? Ou à l'inverse, est-ce qu'il ne serait pas intéressant d'utiliser son patrimoine familial afin d'aspirer confiance à la banque ou à des associés? Donc c'est des questions qu'il faut se poser. En ce qui concerne le chef d'entreprise, l'entrepreneur, j'ai dit qu'il n'y avait pas de bons ou de mauvais régimes matrimoniaux, mais de façon générale, il faut éviter les régimes communautaires. Et le plus souhaitable, je pense que vous l'avez déjà entendu, ou alors vous êtes déjà interrogé sur ce fait, mais le plus souhaitable, ça reste le régime de la séparation de biens, qui permet d'avoir une parfaite étanchéité entre les deux patrimoines des époux. Alors, pourquoi éviter le régime de la communauté? Ce régime de la communauté, à mon sens, il est évité. Alors, certes, il va protéger les biens propres de chacun des conjoints qui ont été acquis avant le mariage ou reçus en donation ou en héritage, mais tous les biens qui ont été acquis après sa contraction vont relever du patrimoine commun. Donc, dans le cas d'un entrepreneur qui va créer son entreprise, vous l'aurez compris, si l'entreprise elle est créée avant le mariage, ça demeure un bien propre à l'époux, donc il n'y a pas vraiment de difficulté. En revanche, si l'entreprise elle est créée après le mariage, alors automatiquement, l'entreprise va tomber dans le patrimoine commun. Dans cette situation, si l'entreprise tombe dans le patrimoine commun, le chef d'entreprise il a toujours seul pouvoir pour gérer son entreprise. Mais il va être parfois tenu de demander l'accord de son conjoint si par exemple il décide de vendre le fonds de commerce ou l'immeuble qui est affecté à sa profession, ou alors encore en donner des garanties. Donc de la même façon, le chef d'entreprise, il va engager ses biens propres et les biens communs lorsqu'il s'engage dans l'entreprise. Et dans les biens communs, comme je l'ai dit tout à l'heure, il y a également les revenus. Donc il va engager
le salaire de son conjoint, à l'exception d'une petite partie qui est insaisissable par les créanciers. Mais il engage également les biens de son conjoint, les biens qui sont communs, les revenus de son conjoint. Donc au final, seuls les biens propres du conjoint demeurent épargnés. Les biens propres du conjoint, évidemment celui qui n'est pas le conjoint qui n'est pas dans l'entreprise. Et dans ces conditions, vous avez, si un des conjoints se porte caution, il engage de la même façon ses biens propres, mais aussi la communauté et les revenus de la communauté. Et dans une situation pareille, en cas de divorce, puisque c'est à prévoir, le conjoint qui n'est pas dans l'entreprise, le conjoint non exploitant, aura droit à la moitié de la valeur de l'entreprise. Donc c'est pour ces raisons, il y en aura peut-être d'autres qu'on pourra évoquer si vous avez des questions, mais c'est pour ces principales raisons qu'il est recommandé d'éviter le régime de la communauté quand on est un chef d'entreprise ou alors qu'on entend créer une entreprise ou en reprendre une. Donc j'ai dit qu'il fallait éviter, à mon sens, ce régime, et j'ai dit qu'il fallait plutôt s'orienter vers le régime de la séparation. Alors pourquoi choisir le régime de la séparation? Comme je l'ai rappelé, ce régime il va se caractériser par deux masses de biens distinctes, les biens propres du premier conjoint, les biens propres du second conjoint, et il n'y a pas de bien commun, il n'y a pas de communauté. Donc dans ce régime, chaque époux gère seul et en toute liberté son patrimoine, et il n'engage à chaque fois que ses biens propres envers ses créanciers personnels. Donc je reviens sur ce que j'ai dit précédemment. Dans la gestion de la vie du couple, c'est important dans un régime séparatiste de s'organiser pour qu'il y ait une cohérence dans la vie de tous les jours, qu'il y ait une cohérence entre son régime matrimonial et quand on organise sa vie. Donc ce régime de séparation de biens, il permet au conjoint entrepreneur, à l'inverse de la communauté, de disposer d'une totale autonomie dans la gestion de son entreprise. Et si l'entreprise elle va connaître par exemple des difficultés financières, ce seront que les biens propres du conjoint entrepreneur qui pourront être saisis. Donc vous avez votre conjoint qui est à l'abri de potentielles poursuites de créanciers. Et pour faire un parallèle avec la communauté où j'ai fini sur la question d'un divorce qui pouvait avoir des conséquences financières très importantes, le divorce dans un régime séparatiste sera sans effet sur le devenir de l'entreprise quand bien même elle a été créée durant le mariage. Question beaucoup plus intéressante maintenant, c'est peut-on changer de régime matrimonial? Alors oui, la loi, elle autorise le changement de régime matrimonial. Pour cela, il faut remplir deux conditions. La première, elle est évidente, il faut que les deux époux soient d'accord à la modification. L'un des époux ne peut pas imposer à l'autre un changement de régime matrimonial. Donc consentement des deux époux pour la modification du régime matrimonial. Le second critère, c'est que les époux doivent agir dans l'intérêt de la famille. Cette condition, c'est pour éviter des dérives. Qu'on ait quelqu'un, si vous voulez, qui cherche à se rendre insolvable en changeant son régime matrimonial ou des choses de ce genre. Donc pour changer de régime matrimonial, il faut différencier deux situations. Les deux situations à différencier, c'est si vous avez des enfants mineurs ou si vous n'avez pas d'enfants du tout, ou alors des enfants majeurs. Si vous avez des enfants qui sont majeurs ou vous n'avez pas d'enfants, alors pas de difficulté, il convient simplement de s'adresser à son notaire qui rédigera une convention pour changer de régime matrimonial. La difficulté, c'est si vous avez des enfants mineurs, vous ne pourrez pas passer chez le notaire. Il faudra demander à ce que le nouveau régime matrimonial soit homologué par le juge aux affaires familiales du tribunal compétent, c'est-à-dire le tribunal de la résidence de la famille. Donc quand on change de régime matrimonial, et ça ce sera valable si vous avez des enfants qui sont majeurs, il est impératif de les informer, parce que les enfants peuvent s'opposer ou contester la modification du régime matrimonial, parce que vous l'avez peut-être compris quand j'ai évoqué tout à l'heure la question de la communauté universelle, les enfants, ils ont quand même
parfois un intérêt ou un désavantage à ce que vous changiez de régime matrimonial pour des questions de succession. Donc les enfants majeurs doivent être informés et ils peuvent contester. C'est la même chose, malheureusement ou heureusement, pour les créanciers du couple qui doivent être informés du changement de régime matrimonial et qui ont également la possibilité de s'opposer et de contester ce régime, l'adoption d'un nouveau régime matrimonial. Une chose à laquelle il faut penser quand on change de régime matrimonial, et c'est le cas le plus souvent, sans doute pour des entrepreneurs qui vont créer une entreprise et qui sont déjà mariés sous le régime de la communauté et qui souhaiteraient passer sous le régime de séparation, ce qui est évidemment tout à fait possible. Si vous penchez à une chose, c'est que vu que vous êtes marié sous un régime de communauté, il faudra d'abord liquider le régime. Liquider le régime, ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous étiez sous un régime de communauté, vous aviez quasiment nécessairement des biens qui étaient communs, et vous allez rentrer dans un régime de séparation où chacun des époux a ses biens propres, chacun de son côté. Donc il va falloir trouver une solution pour ces biens communs. C'est ça qu'on appelle liquider le régime. C'est quid de ces biens communs? Comment seront-ils répartis? Donc ça va être quelque chose qui va arriver le plus fréquemment. C'est un couple qui passe du régime de la communauté à un régime de séparation de biens. Avant de changer le régime matrimonial, il faudra procéder à la liquidation du régime matrimonial. Je pense qu'on reviendra sur ces différents aspects. Il y aura sans doute des questions. Dernier point sur le changement du régime matrimonial. Donc j'ai relevé ces deux conditions et les deux différentes procédures si on veut changer, en fonction de si on a des enfants mineurs ou des enfants majeurs. Il n'y a pas de limitation pour changer de fois de régime matrimonial. Par contre, on ne peut changer de régime matrimonial que si le régime précédent s'est appliqué au moins 2 ans. Donc on peut changer tous les 2 ans, mais il faut toujours qu'il y ait 2 ans dans lequel 2 années pleines dans lequel ce régime matrimonial s'est appliqué. Donc si vous vous êtes marié sans contrat de mariage, donc vous êtes marié sous le régime de la communauté, et que vous entendez créer une entreprise, si ça ne fait pas encore 2 ans que vous êtes marié, vous ne pourrez pas changer de régime matrimonial, vous ne pourrez pas passer sous le régime de la séparation avant que ça ne fasse 2 ans que vous vous êtes marié. Donc je pense qu'on reviendra peut-être sur ces points, puisque peut-être que ce sera ce qui vous fera le plus vous questionner, donc on reviendra sans doute dessus. Donc dernier point avant qu'on échange, on a balayé un petit peu tout le spectre des régimes matrimoniaux, et ça c'est pas dans le titre, mais c'est quand même une union. On va parler un petit peu du PACS, parce que c'est quelque chose qui est à la fois très répandu, mais méconnu. Actuellement, grosso modo, sur les chiffres, on est presque à l'identique du nombre de mariages et de PACS par an. Donc le PACS, il y a 2 régimes en fait. Il y a 2 régimes du PACS. C'est comme pour les régimes matrimoniaux, vous avez un régime légal, c'est-à-dire celui qui s'applique en l'absence d'un choix contraire, et un régime dérogatoire. Donc le régime légal, donc c'est ce régime qui est en l'absence d'une convention spécifique ou en l'absence du choix des époux. C'est le régime de la séparation des patrimoines. Et dans ce régime, c'est la même chose que la séparation de biens, en réalité. Chaque partenaire du PACS est propriétaire, reste propriétaire des biens qu'il acquiert durant le PACS. Donc, chacun ses biens de son côté, mais ça n'empêche évidemment pas d'acheter un bien en commun. Ce sera la même chose que pour la séparation de biens. Le bien, il sera acquis en indivision et la propriété se fera au prorata des apports de chacun des partenaires dans le bien. Alors, ce qui est un petit peu plus intéressant et un petit peu plus compliqué, c'est donc ce second régime, qui est donc un régime dérogatoire, qui est le régime de l'indivision. Donc, sous ce régime, les biens qui sont achetés pendant le PACS, que ce soit à 2 ou séparément, ils sont réputés appartenir pour moitié à chacun des partenaires.
que je m'explique pour que ce soit plus clair. Dans le régime de séparation du Pacs, le régime légal, chacun a ses biens de son côté. Si j'achète un bien, il m'appartient à moi. Si mon partenaire achète un bien, il lui appartient. Rien ne nous empêche d'acheter un bien en commun qui sera régi par les règles de l'indivision. Sous ce régime, par contre, sous l'autre régime, sous le régime dérogatoire, le régime de l'indivision, si j'achète un bien et qu'il n'y a rien de précisé dans les actes d'acquisition, qu'il n'y a aucune précision, le bien que j'aurai acheté sera réputé indivis pour moitié. C'est-à-dire que quand bien même c'est moi qui ai acheté ce bien, si je suis uni à mon partenaire par un Pacs sous le régime de l'indivision, le bien sera réputé appartenir pour moitié à chacun des partenaires. Donc c'est évidemment un régime qui est extrêmement risqué, qu'il faut choisir en connaissance de cause et qui est, à mon sens, totalement déconseillé pour le créateur d'entreprise. Je précise sur ce point que pour les biens qui sont acquis, il n'existe pas de recours qui soit possible contre le partenaire qui n'aurait pas ou peut contribuer au financement d'un bien acquis pendant le Pacs. Donc vous l'aurez compris, ce régime, il est très particulier, il faut le choisir en connaissance de cause et il est totalement déconseillé pour le créateur d'entreprise. Il faut faire attention, c'est des choses qui peuvent arriver, c'est des choses que j'ai déjà vues. Ce sont des gens qui, puisque le Pacs a un formalisme beaucoup moins présent et beaucoup moins rigoureux que pour le mariage, on peut rédiger soi-même son Pacs ou alors le remplir au moyen d'un document CERFA qu'on trouve maintenant dans les mairies ou sur Internet. Mais on peut rédiger sa convention de Pacs et il faut y faire attention parce que des fois on a des gens qui trouvent des documents sur Internet ou des informations, qui font des copier-coller ou alors qui reprennent un document qu'ils ont trouvé quelque part. Et si vous voulez, on a un régime dérogatoire dans le Pacs et ça peut devenir très problématique. Donc qu'est-ce qu'on fait si on a fait une bêtise, si on a pris un Pacs sur Internet qui se révèle être avec un régime dérogatoire? Est-ce qu'on peut changer de Pacs? Est-ce qu'on peut le modifier? Alors heureusement, oui, on peut modifier son Pacs. Et contrairement au mariage, contrairement au régime matrimonial, il n'y a pas de limite. On n'est pas obligé que le Pacs ait duré 2 ans, plus de 2 ans, moins de 2 ans. Il n'y a pas de limite, on peut le changer quand on veut. Et c'est pas une procédure aussi restrictive que changer de régime matrimonial. Donc, le régime du Pacs se modifie au moyen d'une convention modificative de Pacs qui doit être enregistrée. C'est la seule formalité légale qu'il y a à faire. On va distinguer 3 cas. Le premier cas, le Pacs a été contracté avant 2017. Donc le Pacs a été enregistré auprès de l'ancien tribunal d'instance qui n'existe plus. Et dans ce cas, pour modifier sa convention de Pacs, il faut aller auprès de l'état civil de la ville, de la juridiction où on a fait enregistrer son Pacs. Donc le Pacs a été enregistré auprès du tribunal d'instance de Dijon. Vous allez à l'état civil de Dijon. Ça a été transféré en compétence et le stockage des conventions de Pacs ont été transférés du tribunal à la mairie. Donc c'est la mairie qui s'occupe de tout. Donc si vous êtes pacsé après 2017, là c'est très simple, le Pacs a été enregistré à la mairie. Pour enregistrer la convention modificative, vous vous rendez auprès de l'état civil, donc de la mairie, où vous avez fait enregistrer votre Pacs. Et enfin, le Pacs peut être rédigé et enregistré par un notaire. Et là, si vous entendez le faire modifier et que votre Pacs a été enregistré chez un notaire, il faudra se rendre à l'étude qui a enregistré votre Pacs, chez le même notaire qui a enregistré votre convention de Pacs. Donc je pense qu'on a balayé également le Pacs et je vais laisser à nouveau la parole à Benoît pour qu'il me fasse part de potentielles questions que vous auriez eues. Merci Arthur pour cette présentation.
complète sur un sujet, on a compris, complexe. Alors, j'ai pas eu de questions pendant l'intervention, mais je pense que tout le monde était capté par ta présentation. Est-ce qu'il y a des personnes qui souhaitent voilà, poser des questions? N'hésitez pas, vous avez la possibilité de lever la main pour que je vous donne la parole. C'est vrai que c'est un sujet, voilà, effectivement, c'est un vrai sujet, c'est important, il faut traiter ce sujet-là. Donc, si je comprends bien tes conseils, tes recommandations, avant de créer mon entreprise, c'est important de bien faire le point sur le statut matrimonial qui est le mien et d'agir avant toute création d'entreprise si on doit le faire varier. Oui, et c'est quelque chose qu'il faut penser dès qu'on a cette volonté de créer ou de reprendre une entreprise. C'est quelque chose auquel il faut absolument penser tout de suite parce que la réflexion, il n'y a pas que moi qui suis dans l'opération, il y a aussi mon conjoint. Et donc, il faut en parler. Et il faut surtout ne pas hésiter à se faire conseiller par plutôt un notaire. C'est quand même eux qui ont plus l'habitude pour ça. D'être conseillé par un notaire pour choisir le régime matrimonial qui est le plus adapté. Mais c'est une condition, à mon sens, qui est impérative quand on va créer son entreprise, en reprendre une, ou qu'on est chef d'entreprise, de s'interroger sur les règles qui entourent son mariage. Alors, je vois qu'il n'y a pas, pour l'instant, il n'y a personne qui ose prendre la parole. Soit c'était très complet, soit j'ai endormi tout le monde. Dans le cas d'un mariage en régime de séparation, est-ce que j'ai du coup un formalisme particulier au moment de la constitution, des mentions particulières à mettre dans les documents ou de fait, je suis complètement sécurisé? Est-ce que j'ai des précautions à prendre à ce niveau-là? Alors, en ce qui concerne la société, il n'y a aucune difficulté. Il faut quand même prendre le soin, donc le contrat de mariage, comme je l'ai dit, il va être rédigé par un notaire. Les régimes matrimoniaux, il y a 4 grands types. Et au sein de ces grands types, on peut quand même rajouter des spécificités. Dans un régime de séparation de biens, la convention, le contrat de mariage qui sera rédigé par le notaire peut intégrer des spécificités. Donc, normalement, on est sécurisé, il n'y a pas de difficulté sur un régime de séparation de biens quand on va créer son entreprise. Il faut quand même prendre le soin de bien revoir son contrat de mariage s'il n'y a pas une difficulté ou une spécificité qui avait été incluse dedans. Et alors, je continue de poser des questions puisque j'en ai. Si je suis en cours de divorce, qu'est-ce que je fais? Est-ce que j'avance dans ma création ou est-ce qu'au contraire, je dois impérativement attendre la fin de mon acte de divorce pour me lancer, Alors là, notamment si je suis en régime de la communauté? Là, c'est une question vaste. Donc, ouais, tu m'as devancé. Il faut déjà s'interroger sur le régime sous lequel on a été marié parce que les conséquences du divorce seront plus ou moins importantes. Si on est marié sous un régime de séparation de biens, le divorce n'aura aucune conséquence. N'aura aucune conséquence sur l'entreprise. Elle aura évidemment potentiellement des conséquences financières pour le conjoint qui pourraient mettre à mal peut-être son entreprise dans le sens où il aurait potentiellement une prestation compensatoire d'un montant très important qui pourrait mettre en difficulté ses finances. Pour principe, aucune difficulté pour l'entreprise sous un régime séparatiste. Par contre, en ce qui concerne un régime de communauté, là, il faut y faire le plus attention possible parce que, surtout, évidemment, si l'entreprise est un bien qui a été commun, si l'entreprise a été créée pendant le mariage. Alors là, il faut tout stopper. Et si on crée une entreprise alors que le divorce n'est pas encore prononcé, là aussi, il faut être entouré, il faut savoir exactement où est-ce qu'on en est et où est-ce qu'on va pour avancer et créer son entreprise. Pour le coup, la question du divorce est extrêmement vaste et ça pourrait être l'objet d'une autre conférence à tel point les conséquences sont importantes. Alors, j'ai une question de Nathalie. Question observation. Dans le cas d'un régime de séparation de biens, dans l'hypothèse où on fait des apports qui viennent d'un compte joint, est-ce qu'il n'y a pas une zone de risque à ce niveau-là? Là, il y a effectivement une zone de risque. C'est ce que je disais tout à l'heure. Il faut être en cohérence dans sa vie avec son régime matrimonial. Si vous êtes sur un régime séparatiste, mais que effectivement vous avez un compte joint
vous avez les deux conjoints qui mettent leur salaire dessus, et après, avec ce conjoint, on alimente, on fait des apports dans une société, là, ça devient très délicat. Parce qu'effectivement, il n'y a pas de communauté, donc l'entreprise ne va pas devenir automatiquement commune, mais si les fonds proviennent d'un compte joint qui est alimenté par les deux personnes, en pratique, on n'arrivera pas vraiment à savoir qui a mis quoi, quelle est la part de qui dedans, et c'est là que ça peut devenir risqué. Donc, il faut y faire attention, et c'est pour ça que je recommande d'être en parfaite cohérence avec son régime matrimonial. Donc, on privilégie, dans le cas d'un apport, son compte personnel et on garde bien un compte perso quand on est dans un régime séparatiste. Si on est sur un régime séparatiste, il ne faut pas prendre non plus à l'extrême opposé ce que je dis. On peut avoir un compte joint si on est sur un régime séparatiste, mais à la rigueur, l'utiliser que pour des dépenses, pour le ménage, mais en aucun cas pour faire des apports sur une création de société. Une autre question, dans l'hypothèse où je suis sur un régime de communauté de biens, est-ce qu'il y aurait éventuellement des dispositions statutaires à prévoir qui permettraient justement de protéger le chef d'entreprise, malgré le régime de la communauté? Alors oui, il y a des choses qui sont possibles, mais la difficulté viendra toujours du fait qu'en cas de divorce, si l'entreprise a été créée pendant le mariage, on ne pourra pas aller contre ça, c'est que l'entreprise sera un bien commun, la valeur en sera commune, et en cas de divorce, c'est là que ça va devenir très compliqué. Donc des dispositions possibles, mais dont l'effet, la portée reste relativement limitée dans les faits. La portée reste limitée, surtout en cas de divorce qui auront les mêmes conséquences. Okay, donc en cas de communauté, il vaut mieux rester marié. C'est ça. Ou changer de régime matrimonial. Ou changer de régime matrimonial. Je ne sais pas s'il y a d'autres questions, d'autres personnes qui voudraient prendre la parole. Non, en tout cas, voilà, une grande partie des sujets. Alors, il y a ce régime un peu particulier de la participation aux acquis. Oui, tout à fait. C'est un régime effectivement spécifique. Tu le déconseilles ou pas par rapport à... Et dans quel cas, plutôt, on aurait à le mettre en œuvre justement? Alors, pas forcément. Celui-là, c'est vraiment un choix qui doit être réfléchi aussi par les époux, parce qu'il n'a d'utilité et de conséquences que quand on prévoit la séparation, au final. Puisque pendant la vie commune, on est sur exactement, mais vraiment exactement, c'est la même chose, les mêmes dispositions, les mêmes règles que le régime de séparation de biens. Et ce sera uniquement si on divorce que là, il y aura des conséquences. Et en fait, ces conséquences, si vous voulez, c'est de celui qui s'est plus enrichi que l'autre donne, entre guillemets, une petite récompense à l'autre qui s'est moins enrichi. Mais c'est pas forcément un régime à déconseiller d'office, mais c'est une optique qui peut être choisie. Si vous avez un conjoint qui veut protéger à la fois son conjoint et pouvoir gérer son entreprise comme il l'entend en totale autonomie, mais que si il estime qu'il y a un divorce, une séparation, quelque chose, s'il veut quand même prendre des dispositions pour qu'il reste quelque chose au conjoint qui s'est moins enrichi que l'autre. Donc c'est pas un régime forcément à bannir, mais c'est quelque chose qu'il faut réfléchir. Super. Je ne sais pas s'il y a une dernière question avant qu'on rende l'antenne. Donc c'est pour ça que j'avais conseillé le meilleur régime matrimonial, c'est la séparation de biens. Je n'ai pas fait cet affront de préciser que la communauté universelle était totalement déconseillée, mais elle l'est. Bien, s'il n'y a pas d'autres questions, en tout cas, je vous remercie tous d'avoir suivi ce bistrot des créateurs dans un format un peu particulier. On espère pouvoir vous voir physiquement rapidement d'ici quelques mois en sortie de confinement, quand on aura tous retrouvé un mode de fonctionnement plus normal. Merci Arthur pour cette présentation. On va